bienvenue pour ce nouvel épisode dont on parle à Taïwan après cette nouvelle année du cheval. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Lisa Dufaux. Et Florian Dai. Et donc pour cette première émission sous l'égide de l'année du cheval, peut-être on va parler de sujets en lien. En tout cas moi, mon sujet sera en lien avec le nouvel an. Moi Et pas vous du tout. Moi aussi. Voilà, donc on a 2 contre 1. Et donc peut-être qu'on va d'abord parler du sujet qui n'est pas en lien avec l'année du cheval pour finir en beauté. Alors moi je vais vous parler d'une affaire liée au roi des marchés de nuit. J'ai nommé le tofu qui pue, qui est une véritable spécialité emblématique de la street food taïwanaise. Et je suis tombée la semaine dernière sur un article qui parlait d'une nouvelle affaire assez cocasse, puisque une boutique de tofu qui pue à Taipei a reçu une amende suite aux mauvaises odeurs qui se dégageaient du magasin, donnant lieu à un conflit de voisinage. Alors l'affaire remonte déjà à il y a quelques temps, puisque la semaine dernière, le gouvernement de la ville de Taipei a annoncé que de nouvelles inspections seraient menées dans le fameux magasin qui se nomme Uli Chaotou Stinky Tofu, qui est situé près de la station de métro Diananlu dans l'arrondissement de Zhongshan à Taipei. En fait, cette boutique a déjà écopé d'une amende de 585 000 $ taïwanais, donc qui correspond environ à la somme de 15 730 €. Donc c'est vraiment C'est gros pour une petite boutique comme ça. C'est vraiment beaucoup pour des effluves nauséabondes qui émanaient du magasin. Alors l'amende a été imposée suite à une plainte, ou à plusieurs plaintes d'ailleurs, on ne sait pas vraiment. Mais une habitante du quartier s'est plainte sur les réseaux sociaux également que les mauvaises odeurs du tofu qui pue avaient produit chez elle une grave anxiété affectant sa santé mentale. Alors apparemment l'anxiété était telle qu'elle s'est arraché la majorité de ses cheveux. Elle a posté des photos de son crâne presque chauve et d'une pile de cheveux et de crème prescrite par son docteur. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la chef de l'équipe chargée des inspections au sein du département de la protection de l'environnement de Taipei, Yan Li-chen, a affirmé que son équipe s'était déjà rendue à plusieurs reprises au dit restaurant suite à des plaintes dont les plus récentes remontent à décembre 2024. Donc c'est pas nouveau, ce magasin crée des problèmes depuis un certain temps. Et le 9 février 2025, le département de la protection de l'environnement a mené un test de concentration d'odeur au niveau du restaurant, permettant de prouver que les niveaux d'odeur étaient 10 fois supérieurs à la limite légale, d'où l'amende salée qui a été imposée au commerce sur la base de la loi sur le contrôle de la pollution de l'air. Moi, je savais même pas qu'il y avait un niveau légal d'odeur, en fait. C'est la première fois que j'en entends parler. Parce que c'est vrai que quand on se promène dans les marchés de nuit, c'est assez normal de passer devant des stands de tofu puant. Oui. Même si après, tous ne sont pas aussi puissants au niveau olfactif. C'est vrai. La semaine dernière, je suis passée devant et j'ai même mangé. J'étais avec d'autres personnes qui avaient envie d'en prendre. Et en fait, il n'y avait vraiment pas d'odeur. Et j'étais là, mais c'est même pas du vrai tofu puant tellement c'est une arnaque. Ça pue pas assez. En tout cas, moi, ça m'est arrivé d'être dans un boui-boui qui était à côté d'un stand de tofu qui pue. Et en fait, j'ai dit au propriétaire, je suis vraiment désolée, je peux pas manger ici, l'odeur est trop forte. Parce qu'à côté, c'était le tofu qui pue et en fait... selon le vent, c'était vraiment horrible, aussi. quoi. Ouais. Tu étais dans la boutique, mais moi, c'était impossible. J'aime beaucoup le tofu puant et c'est vrai qu'à force d'essayer, je me suis même mis une échelle pour l'apprentissage de la consommation du tofu puant avec de 1, le tofu qui pue pas du tout dans la rue, jusqu'à celui qui embaume toute la rue. C'est vraiment très spécifique selon les façons de le faire et la façon de le fermenter. Mais en tout cas, lors d'une visite suivante, le 20 avril 2025, les inspecteurs ont pu constater que le magasin avait fait installer un électrofiltre utilisé pour décomposer les molécules odorantes. Ça non plus, je ne savais pas que ça existait. Mais aussi un lave-vaisselle professionnel et un déodorisant à plasma conçu pour éliminer les odeurs désagréables de l'air. Donc il y a des efforts qui sont faits. Tout à fait. Ces nouveaux appareils ont permis, selon les nouveaux tests des inspecteurs, de contenir les niveaux d'odeur dans la limite légale. Et dans les mois qui ont suivi leur installation, le nombre de plaintes liées aux mauvaises odeurs du restaurant a chuté à seulement 2 ou 3 par mois. Et le département affirme aussi que les inspections menées par la suite n'ont pas trouvé de problème et que le magasin respecte donc désormais les normes d'odeur fixées par la loi. Mais les récentes plaintes publiées sur les réseaux sociaux ont de nouveau fait grimper le nombre de plaintes de riverains qui ont peut-être
qui se sont peut-être rendus compte que c'était possible de porter plainte aussi pour ce genre de choses, parce que moi, personnellement, j'étais pas au courant. Mais c'est vrai que si j'habitais à côté d'un magasin de tofu qui pue, qui peut-être qui ne fait pas beaucoup d'efforts au niveau de l'hygiène, peut-être que je me plaindrais aussi. Je pense que j'irais juste pas habiter là-bas. Enfin, oui. À part si lui s'installe après moi. Mais ça peut arriver aussi. Tu t'installes à une adresse et puis... Les magasins, ça change. Ça change beaucoup à Taipei, donc... Une fois, moi, j'avais regardé un appartement et en fait, c'était dans une rue tout proche d'un marché de nuit. Et finalement, je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit que j'allais être dérangée par les bruits et les odeurs du marché de nuit, même si ce n'est pas forcément un stand de tofu puant, il y avait beaucoup d'odeurs de friture par là. Oui. Et donc, j'ai choisi un autre quartier directement. Puis, c'est souvent des endroits assez sales. Ouais, il y a beaucoup de cafards, plein de jus par terre, des choses comme ça. Bon, c'est pas terrible quand même. Mais bon, c'est pratique pour aller faire ses courses. Si on aime ce qu'il y a dans les marchés de nuit, oui. Après, ça reste un certain type de... Oui, je pensais au marché traditionnel de chez moi qui se transforme en marché de nuit le soir, en fait. Ah. C'est pour ça. Ouais. Ça arrive souvent aussi à Taïwan. Ouais, en tout cas, Yan Li-chan a indiqué que comme la dernière inspection remontait à longtemps, une nouvelle inspection serait sans doute menée après les congés du Nouvel An pour tester une nouvelle fois la légalité des niveaux d'odeur dans ce restaurant qui décidément ne cesse de faire parler de lui. Je ne sais pas si ça a fait augmenter le nombre de clients aussi, parce que un magasin de tofu qui pue bien, peut-être que c'est comme, ça peut contribuer à sa renommée. C'est comme un magasin de fromage dont le fumet est aussi célèbre. Ça peut attirer un certain public. Personnellement, ça me rappelle aussi l'histoire de ce restaurant japonais qui était très mauvais, ouvert par un influenceur et qui s'est battu avec un autre influenceur. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Non, pas du tout. Et en fait, le fait qu'il soit battu en vidéo directement, en live, a fait que le magasin après, qui était pas du tout coté, où il y avait personne qui venait manger parce qu'il était pas bon, a fait que tout le monde venait pour juste commenter et dire que c'était mauvais. J'imagine que ça doit apporter un peu de popularité quand même au magasin de tofu puant au final. Ça s'appelle un bad buzz. Voilà. Et comme on dit en commerce, il n'y a jamais de mauvais buzz, il n'y a que du buzz. Voilà. Eh ben, on espère que les problèmes de voisinage, en tout cas, et d'odeur vont réduire et que les gens pourront continuer à profiter du bon tofu puant sans déranger les voisins. Et d'ailleurs, en ce moment, beaucoup de restaurants sont fermés parce que les gens restent à la maison, notamment pour regarder la télé en famille. Et oui, parce qu'à la télévision, au moment du Nouvel An, ça fait plusieurs années qu'il y a un marathon télévisé d'une série chinoise d'ailleurs, qui s'appelle La légende de Zhen Huan, ou en anglais Empresses in the Palace, donc impératrice au pluriel dans le palais. Et donc, c'est une série chinoise qui est diffusée en continu à Taïwan pendant la période du Nouvel An, avec notamment aussi l'espace de chat qui est ouvert sur YouTube. Et donc, c'est cette série qui est diffusée avec les chats aussi, et beaucoup de gens aiment beaucoup suivre et participer à ça. Donc, c'est une série de 76 épisodes qui a été diffusée pour la première fois en 2011, adaptée d'un roman de l'écrivaine chinoise Liu Lianzi. Et donc, c'est une série qui raconte l'histoire de Zhen Huan, donc une jeune femme, sous le règne de l'empereur Yongzheng des Qing. Donc, depuis son entrée au palais avec une amie d'enfance, avec la sélection impériale, et puis beaucoup de luttes entre concubines, notamment avec une consort qui est jalouse, et puis l'impératrice. Et tout le monde rivalise un petit peu pour entrer dans les bonnes grâces de l'empereur. C'est un peu comme Amour, gloire et beauté, mais version chinoise. Alors, j'ai pas regardé Amour, gloire et beauté. Donc une longue série qui dure des années et des années avec des histoires de trahison et d'amour. Les feux de l'amour, peut-être, ce genre de choses. Voilà. Version historique chinoise. Ben là, c'est basé avec pas mal de liberté, mais sur l'histoire réelle aussi, avec des personnages qui ont existé historiquement. Et donc voilà, là on voit comment elle rentre dans le harem impérial, et puis elle monte, elle devient un peu la favorite à un certain moment, et puis elle réalise qu'en fait l'empereur l'avait choisie pour sa ressemblance avec sa première femme, qui était décédée en accouchant avant qu'il n'accède au trône. Et donc à ce moment-là, Zhen Huan, la héroïne, donc, quitte le palais pour devenir nonne.
Et à ce moment-là, elle commence une relation avec le frère de l'empereur. Et puis celui-ci est envoyé aux frontières et quand il revient pas, tout le monde le croit mort. Sauf qu'elle réalise qu'elle est enceinte, donc elle manigance pour que l'empereur vienne la voir, qui croit qu'elle est enceinte de son enfant. Elle retourne au palais, et puis évidemment le frère de l'empereur revient, il n'est pas mort, mais elle ne peut pas le dire, etc. Et donc après, il y a toute une série d'événements jusqu'à la mort de l'empereur, où sur son lit de mort, elle révèle un petit peu toutes les trahisons, les empoisonnements, ou bien les infidélités aussi de ses concubines, parce qu'il y a plusieurs enfants qui ne sont pas de l'empereur, qui sont des concubines de l'empereur, notamment un médecin, etc. Donc il y a un peu toutes les intrigues du palais. D'accord. Pour vous donner une idée du contenu de cette série. Et donc c'est une des séries chinoises les plus populaires, qui a déclenché un engouement ensuite pour les sortes de dramas des luttes de harem dans le monde sinophone. Il y en a eu plusieurs autres dans le même style ensuite. Et puis c'est une série qui est très appréciée à la fois pour la précision des décors, les vêtements, les bijoux, mais aussi les dialogues qui sont ciselés, les jeux d'acteurs aussi, d'actrices, et puis l'ensemble de l'intrigue qui est très cohérente. Moi, j'ai jamais regardé, mais je vois des fois sur les réseaux sociaux des petites vidéos courtes de séries similaires. Alors, on voit que c'est peut-être l'impératrice ou une concubine qui fait tomber une autre concubine par terre, ou alors qui fait tomber quelque chose pour la forcer à ramasser et s'humilier devant elle. C'est toujours ce genre de choses. Et puis après, l'empereur arrive comme ça et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» et tout. C'est vraiment le truc Je pense cliché, que ces quoi. formats verticaux sont plus du style en fait, de ce qu'on appelle les applications de drama qui pullulent récemment sur les réseaux sociaux. En pub en tout cas. Des applications de drama. Donc en fait, c'est des jeux. une application et en fait t'as des dramas en cours série. En fait t'as des épisodes de 2 minutes en moyenne et ça te fait donc le drama complet fait à peu près 100 épisodes, entre 50 et 100 épisodes, et c'est des petites histoires en fait qui font en fait le contenu équivalent à un film, un peu plus peut-être 2 à 3 heures de vision, et c'est bien sûr c'est payant pour débloquer l'intégralité du drama. Okay. Et c'est par forfait, etc. Un peu un Netflix, mais vraiment un format très addictif pour avoir, donc, vu que t'as ce qu'on appelle les cliffhangers, tu sais, la fin d'un épisode qui te donne envie de regarder le suivant, qui arrive toutes les 2 minutes en fait. Donc t'as toujours, voilà. Et bien justement, si on veut regarder l'épisode suivant au moment du Nouvel An, c'est très pratique parce que la série est diffusée 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Au moment du Nouvel An, en fait, depuis 2022, quand il y avait le Covid à Taïwan, beaucoup de gens restaient à la maison et donc une chaîne de télévision a décidé de diffuser la série en continu. Et donc, il y a eu énormément de spectateurs et c'est devenu une tradition. Donc là, c'est la 5e année consécutive que la diffusion a lieu. En sachant que, selon un reportage de la BBC, le nombre cumulé de vues a dépassé 20 millions l'an dernier. Et la série avait été diffusée en continu pendant 26 jours, donc répétée 12 fois au total. Wow. Et cette année, lors de la première diffusion de l'épisode qui montre la mort de l'empereur, donc un des moments clés, il y a plus de 67 000 personnes qui étaient simultanément en ligne. Et au moment de préparer cette émission, j'ai regardé, il y en avait plus de 20 000 encore. Donc c'était déjà au moins la troisième série. Et donc un des fans de 32 ans, interrogé par la BBC, avait dit apprécier les jeux de mots qu'il y avait dans le chat et les parallèles établis entre l'actualité et l'intrigue de la série. D'accord. Pour les jeux de mots, par exemple, au moment de la mort de l'empereur, Zheng Huan annonce « Huangshang Jiabeng ». Donc Huangshang, c'est l'empereur, et Jiabeng, ça veut dire le décès d'un empereur ou d'un roi. C'est le mot précis pour utiliser. Voilà. Et donc, il y a un jeu de mots qui se fait avec le taïwanais, puisque Jiabeng, ça veut dire manger, prendre un repas, et donc c'est l'empereur mange, quoi. Et donc, voilà, Ça s'apparente bien pour le Nouvel An lunaire où tout le monde mange pendant qu'il regarde la série. J'allais dire, ça doit être un bon moyen de pratiquer son chinois, mais non, peut-être pas tellement, parce qu'il doit y avoir des vocabulaires un peu anciens. C'est très littéraire. C'est très, très littéraire. Il y a beaucoup d'idiomes aussi, beaucoup d'expressions qu'on n'utilise pas dans la vie courante. C'est pas pour moi, alors, ça. Hein. Par exemple, je suis nulle en expression. J'aime bien regarder en ce moment les dramas dont je parlais tout à l'heure, je regarde pas mal en ce moment, et il y en a un, tous ceux qui sont un peu passés, pour dire le divorce, ils vont dire Li au lieu de Li Hun. Ok.
par exemple. Un exemple au hasard, hein, mais voilà, c'est que ça. Ouais. Et ça a aussi pris la popularité de cette série a aussi pris de l'ampleur au-delà de la télévision, puisque un bar gay du quartier de Simanding à Taipei a organisé pour la première fois cette année un spectacle de drag queen sur le thème de la légende de John Juan. Et donc, beaucoup de personnes se sont déguisées, donc soit en John Juan, soit en d'autres personnages. Il y avait un des artistes qui a même réalisé une chaise à porteur pour reproduire la scène du retour au palais de la concubine. Et il dit que chaque année, il regarde le marathon, que ce soit pendant les repas, pendant qu'il joue aux cartes ou n'importe quand. Enfin, la télévision reste allumée tout le temps. Et plusieurs personnes disent aussi que ça peut faire écho avec des stratégies de survie en milieu professionnel, des manigances, des calculs, voilà, puisqu'il y a beaucoup d'intrigues. Et puis, un autre point qui était souligné aussi, c'est le fait qu'il s'agisse d'une série chinoise qui est populaire à Taïwan. Et il y a aussi des fans qui sont indépendantistes à Taïwan qui apprécient la série, donc qui ont été interviewés. Notamment, quelqu'un qui disait que la série n'introduit absolument pas la question de l'unification ou de l'indépendance. Et Zhang Jiaying, qui est maître de conférence à l'Université nationale de Singapour, a analysé qu'en fait, comme la série était tournée avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le gouvernement chinois était beaucoup moins actif à l'époque qu'aujourd'hui dans ses efforts d'unification envers Taïwan. Dans sa censure même en général. Voilà, oui, c'était quand même plus large. Effectivement, cette série a été interdite de diffusion en Chine plus tard, entre 2019 et 2025. C'était toujours possible de la voir en payant, mais c'était plus diffusé aux heures de grande écoute, en tout cas sur les chaînes de télévision. Et donc c'est toujours interdit actuellement ? Non, maintenant, ça a été de nouveau republié à la télévision. Ok. Et puis, il disait aussi que voilà, la popularité de cette série montre que les Taïwanais ne rejettent pas la culture chinoise en tant que telle, mais que la culture chinoise, c'est plus large que le Parti communiste chinois ou la République populaire de Chine. Et on peut même dire que la culture chinoise, ça correspond pas toujours à la définition actuelle de la Chine par le Parti communiste, selon donc Zhang Jiaying, le maître de conférence. Et en 2024, Zhou Fenglian, la porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil d'affaires d'État chinois, a mentionné la légende de John Juan et elle s'est déclarée contente de l'appréciation des séries chinoises par les Taïwanais. Et à Taïwan, la Commission des affaires continentales a dit que les Taïwanais sont libres de choisir les œuvres audiovisuelles qu'ils souhaitent regarder. Et donc, il n'y a pas à censurer quelque chose parce que c'est chinois à Taïwan. Voilà un petit peu donc pour cette série qui est très populaire au moment du Nouvel An. C'est vrai que je l'ai vue chez plusieurs familles à différentes années. Visionné par les enfants, les parents, les grands-parents. C'était effectivement quelque chose de très présent chez les gens, dans ce que j'ai observé en allant passer le Nouvel An, parfois avec des amis. Ça me permet un peu de rebondir là-dessus parce que un des grands débats que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, c'est le terme Nouvel An chinois, pris surtout en anglais, où beaucoup de Chinois, là on parlait de censure, etc., essaient de revendiquer le fait que ce soit pas chinois, pas lunaire, mais chinois, etc. Et donc il y a pas mal de choses qui sont évoquées, alors que le terme Nouvel An chinois en anglais est né quand même des Chinatown, de ces choses-là en fait, où il y avait quand même un assez gros amalgame entre les communautés asiatiques, la Chine, etc. Et donc c'est le fait de le revendiquer comme un nom originaire de Chine parce que les célébrations ont commencé en Chine il y a 3000 ans me semblait un petit peu... Là-bas, ils parlent juste du Nouvel An tout court. Voilà, ils n'ont pas besoin de prononcer, en langue chinoise, préciser qu'il est chinois parce que c'est le Nouvel An qui historiquement, passe. c'est Yuandan, le nom, donc voilà. Ouais. Bref. En tout cas, c'était marrant. Et donc, en parlant de réseaux sociaux, ça me permet aussi de faire ma transition, puisque moi, je parle d'un autre grand sujet qui a été beaucoup évoqué, ou en tout cas, qui a pas mal fait parler sur les réseaux sociaux pendant le Nouvel An lunaire, mais qui n'a rien à voir, et qui est le terme de
adulte débutant, qu'on dit en mandarin Chuzitaren, qui a fait beaucoup parler justement parce que une personne avait dit en nommant sa situation, je me retrouve comme si j'étais un adulte débutant, alors que ce sont des personnes qui étaient dans des situations, donc là je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, mais le terme est apparu dans une simple publication en ligne, puis il s'est propagé à une vitesse impressionnante pour en devenir des titres dans les médias taïwanais après quelques heures seulement. Très vite, des milliers d'internautes se sont retrouvés dans ce terme, et derrière le ton humoristique et apparent des publications, on découvre une situation sociale très intéressante, à la fois très ancrée dans la culture taïwanaise, mais qui peut se retrouver aussi dans beaucoup de sociétés dans le monde. Alors, quel est donc ce terme adulte débutant dont font référence les Taïwanais? C'est quelqu'un qui, objectivement, semble cocher toutes les cases de l'âge adulte, emploi stable, parfois responsabilité importante, parfois même avec une famille à charge, mais qui intérieurement pense, ou dans certaines situations, cette personne ne semble pas tout à fait investie dans le statut d'adulte officiel au sein de la famille. À travers un article trouvé dans la presse taïwanaise, je vous ai trouvé donc quelques citations pour mieux comprendre les exemples de vie qui font ressentir aux Taïwanais ce sentiment d'adulte débutant. Le premier exemple est celui d'une femme qui, à presque 40 ans, raconte qu'elle est cadre depuis longtemps dans une entreprise étrangère et qui s'est retrouvée déstabilisée lorsqu'un serveur, à la fin du repas du Nouvel An lunaire, lui a demandé si elle souhaitait emporter les restes. D'abord en mandarin, et qui malgré son statut professionnel, elle avait ressenti une forme de panique et expliqué qu'elle avait dû avoir recours à l'avis de sa mère pour pouvoir prendre sa décision. Je vois pas le rapport avec l'emploi, mais... En fait, c'est être un statut, oui, mais c'est quelqu'un qui prend des décisions quotidiennement. Tu vois, dans son statut en tant que cadre, elle gère des équipes, elle prend des décisions. Mais elle n'a pas à décider s'il faut d'abat ou pas. Voilà. Et donc là, pour sa famille, elle s'est retrouvée en fait à rétrograder un statut d'enfant par rapport en fait à son statut professionnel. Dans le même esprit, un autre internaute a décrit un dîner familial à l'extérieur au cours duquel un serveur a proposé de servir le dessert inclus dans le menu. Incapable de décider si c'était le bon moment, il s'était lui-même qualifié d'adulte débutant et avait renvoyé la décision vers sa tante qu'il considérait comme une adulte confirmée. Parce qu'avec le terme adulte débutant, un terme est celui d'adulte confirmé. Alors, dans la même vibe, dans le même esprit, quelqu'un d'autre a raconté qu'à 27 ans, lors d'un contrôle de gaz à domicile, il avait ouvert la porte et a déclaré qu'aucun adulte n'était présent à la maison, demandant à l'agent de revenir plus tard. Ce n'est qu'après coup qu'il avait réalisé que personne n'allait le faire à sa place. Voilà, donc c'est pour donner un peu l'idée que chez certains Taïwanais, quand même, il y a des situations qui incombent en fait à l'adulte de la famille, la personne responsable, et que ils se sentent pas parfois prêts, même à 40 ans, 27 ans, 30 ans. Mais cela dit, je pense que c'est pas particulier à Taïwan. Mais c'est pour ça, c'est ce que je disais au début, et je vais y venir. Mais j'ai l'impression que c'est aussi lié au fait qu'il y ait très souvent un peu les parents hélicoptères qui continuent le reste de la vie à prendre beaucoup de décisions pour leurs enfants. Et donc, les enfants, même devenus adultes, continuent à se référer pour beaucoup de choses à leurs parents. C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu de ça dont il s'agit aussi. Tout à fait. Et justement, l'autre aspect de ce phénomène est une interprétation un peu différente de l'adulte débutant. Donc j'ai parlé jusqu'ici du fait de se sentir illégitime soi-même, avec un phénomène de complexe d'infériorité lié à peut-être un syndrome de l'imposteur dans des situations qui semblent banales. Mais il y a aussi l'autre face de la pièce qu'il ne faut pas négliger, celui de l'infantilisation des jeunes adultes par les aînés. Et c'est ainsi que certains internautes sont allés jusqu'à affirmer qu'ils ne sentaient pas comme des adultes débutants, mais qu'aux yeux de leurs aînés, ils étaient les petits trésors nés, par exemple en 95 pour un des témoignages, de leurs parents. Ce qui est intéressant, en tout cas de mon point de vue, c'est de replacer ce phénomène dans un contexte culturel taïwanais, et notamment à Taïwan, la hiérarchie générationnelle joue un rôle central. L'héritage confucéen valorise fortement le respect des aînés, et cette logique structure encore largement les interactions sociales. Dans les repas familiaux, ce sont souvent les plus âgés qui prennent les décisions, et lors des grandes fêtes, notamment le Nouvel An lunaire, chacun retrouve sa place dans l'ordre générationnel, et tous les efforts d'adultes réalisés durant l'année volent alors en éclats durant ce genre de réunion. Ainsi, même un cadre supérieur de 38 ans peut redevenir symboliquement l'enfant dès qu'il franchit le seuil de la maison familiale. C'est donc naturellement pendant cette période festive que l'expression est devenue virale à Taïwan, et que le retour au foyer, les grandes tablées, les discussions intergénérationnelles rendent soudainement très visible le décalage entre l'âge
biologique et le sentiment intérieur de maturité. En parallèle, les internautes ont commencé à définir ce qu'était un adulte confirmé, le niveau supérieur entre guillemets, et selon les critères qui circulent en ligne, un adulte confirmé serait capable de choisir de bons fruits au marché, ce qui, à Taïwan, peut relever d'un véritable savoir-faire, de payer ses impôts et ses factures sans aide, de maîtriser parfaitement les termes complexes désignant chaque membre de la famille élargie, et c'est un défi, je vous le promets, ou encore de penser spontanément à prendre son portefeuille lorsque toute la famille sort ensemble. On voit ici que l'adulte confirmé n'est pas simplement plus âgé, il est celui qui assume, qui anticipe, qui prend en charge et qui a le savoir dès qu'il s'agit des relations familiales. Un commentaire particulièrement marquant explique que les Taïwanais deviennent un adulte confirmé le jour où, face à un problème, ils cessent de chercher un responsable pour prendre une décision et commencent parfois, après un soupir de résignation, à réfléchir, à chercher des informations, à appeler pour demander conseil et à envisager des solutions concrètes. Autrement dit, la maturité ne résiderait pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré l'incertitude. Un autre internaute est allé plus loin dans l'analyse en expliquant que le véritable basculement se produit lorsqu'on réalise que les adultes admirés autrefois étaient eux aussi vulnérables, parfois perdus, et qu'ils pouvaient venir nous demander conseil. À ce moment-là, selon lui, c'est le véritable passage au niveau confirmé en concluant qu'il préférait ne jamais monter de niveau si c'était possible. Ce point peut montrer que derrière l'humour et la légèreté, ou parfois l'exagération de certains témoignages, il y a une réflexion profonde sur l'envie des Taïwanais à devenir responsables. Bien entendu, ce phénomène est bien connu aussi dans nos sociétés, on l'appelle souvent le syndrome de Peter Pan, faisant référence à cet enfant qui ne grandira jamais, et c'est d'autant plus intéressant de voir qu'à Taïwan, cette histoire, l'histoire de Peter Pan, n'est au final que très, très peu évoquée dans les réactions au terme d'adultes débutants. La question restant de savoir à quel degré ce phénomène est généralisé à Taïwan comparé à la France. Personnellement, j'ai toujours été éduqué dans cette idée que je deviendrais adulte et indépendant et préparé au jour où je devrais être capable de prendre mes décisions. Je pense aussi que dans la société française, les écarts sont plus importants entre les différentes positions des enfants, que ce soit un enfant unique, le premier d'une fratrie ou le dernier. L'attitude face à la prise de responsabilité sera plus contrastée que dans une famille taïwanaise. Voilà, là, c'est mon avis personnel. Alors, je vous pose maintenant la question. Avez-vous une anecdote à partager sur une sensation d'être retourné au statut d'un adulte enfant récemment, ou bien une anecdote où quelqu'un de votre famille qui vous a infantilisé malgré votre âge avancé? Peut-être vous ici. Moi c'est facile, j'ai pas mon permis, donc quand je reviens chez moi, c'est mes parents qui conduisent. Moi j'ai eu des parents qui ont beaucoup encouragé justement l'autonomie et depuis très jeune, et du coup c'est un peu le contraire. Très vite, même si je disais en primaire ou au collège j'ai pas envie d'aller à l'école, on me disait n'y va pas. Et du coup, est-ce que tu veux pas y aller aujourd'hui? Est-ce que tu veux récupérer les cours? Est-ce que tu veux juste arrêter d'aller à l'école? C'est un âge où c'est illégal, qu'est-ce que tu veux faire? T'assumes les conséquences, du coup. C'est la liberté de choisir et la responsabilisation. Du coup, je suis quand même allée à l'école ce jour-là. Mais j'avais l'impression que c'était mon choix, du coup, et je n'y allais pas parce que j'étais obligée. Et je pense qu'il faut relativiser aussi, parce que souvent, les adultes confirmés, avec le temps qui passe, deviennent aussi des fois des adultes débutants ont besoin de l'aide des moins confirmés pour réparer la box ou alors pour installer des choses sur le téléphone, par exemple. Tout à fait. Et donc, pour terminer, j'invite les auditeurs, eux aussi, à nous envoyer leurs anecdotes sur ce sujet. Pas mal. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode d'On en parle à Taïwan. C'était Valentin Floquet, Lisa Dufaux et Florian Dai. Au revoir.